Le prince Albert II s'est rendu fin août à Columbus, dans l'Ohio, aux États-Unis, pour une visite de différents centres de recherche et d'enseignement de l'Ohio State University, consacrés au développement durable et au changement climatique. Dans un premier temps, le prince souverain s'est rendu au CAR, le Center for Automotive Research, là où Venturi Automobile a installé ses activités de développement de motorisation électrique haute performance. Les étudiants de l'université participent d'ailleurs à l'assemblage de la VBB, la série de véhicules électriques de Venturi, détenteur du record du monde de vitesse. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a ensuite rejoint le centre de recherche BIRD, consacré au pôle, milieu froid et changement climatique, spécialisé dans l'interaction des milieux glaciaires avec la planète. Le centre possède de multiples carottes de glace qui proviennent des deux pôles, mais aussi de sommets tels que le Kilimandjaro. Ces enregistrements des variations climatiques sont complétés par un centre d'études de pierres et de minerais, le plus important des États-Unis. C'est au stade de football de Columbus que cette visite s'est poursuivie. Le prince a pu découvrir une enceinte de 50 000 places, premier stade au monde, zéro déchet, avant de rencontrer 3 étudiants de l'Ohio State University, le lutteur américain Kyle Snyder, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio, Aina Cid Centelles, rameuse espagnole qui elle aussi a pris part au dernier JO au Brésil, et Blake Axton qui lui s'apprête à participer aux Jeux paralympiques en aviron. Cette visite s'est clôturée par une réunion devant 300 étudiants en présence de Michael Drake, président de l'Université d'Ohio, dont la thématique était consacrée aux mobilités propres et durables, thématique dans laquelle la Principauté et la Fondation Prince Albert II de Monaco sont très impliquées. La semaine prochaine, les élèves de la Principauté vont effectuer leur rentrée scolaire. Certains jeunes le vivent mieux que d'autres. Et à l'inverse, certains élèves éprouvent peut-être plus de difficultés à franchir la grille. Le stress les submerge ou encore les difficultés scolaires leur paraissent insurmontables. Eh bien, la détection de ces angoisses ou de ces difficultés est un travail d'équipe. Cette détection commence bien sûr par les professeurs, mais aussi les infirmiers, les conseillers d'éducation, les conseillers d'orientation, les surveillants ou encore les assistantes sociales, et ce, dès la maternelle. Les assistantes sociales, en fait, au sein de l'éducation nationale, elles font partie de tout ce qui est mis en place pour essayer d'éviter l'échec scolaire. Donc, en fait, on est un maillon supplémentaire pour essayer de favoriser une scolarité satisfaisante pour l'ensemble des élèves, quelle que soit donc leur situation personnelle, familiale, sociale, avec des difficultés ou pas. Voilà. Donc, le rôle premier de l'assistante sociale, c'est cela. C'est d'essayer de donner la même chance à tous les enfants, tous les élèves. Et pour ceux qui ont besoin d'une oreille attentive, un psychologue est à leur disposition. Les missions des psychologues scolaires concernent la protection de l'enfance, bien sûr, et aussi l'accueil des élèves en difficulté. Alors, en fait, on peut être sollicité pour n'importe quel type de difficulté, disons des problèmes anxieux basiques, à des choses un peu plus embêtantes, ou des problèmes d'intégration scolaire aussi, parfois, des enfants qui ne se sentent pas bien dans l'école, ou encore des problèmes plutôt d'apprentissage. Voilà, donc on peut être sollicité pour des cas très différents. En fait. Alors justement, là on approche vraiment de la rentrée. Quels sont les conseils qu'un psychologue comme ça peut donner, que ce soit aux parents ou aux enfants avant cette rentrée? Ils sont peut-être en regardant la télé, ils sont peut-être en plein stress là. Je pense que ce qui est important si on est très angoissé, c'est d'être bien accompagné par ses parents, par des amis. Et puis aussi, voilà, peut-être en discuter avant la rentrée avec ses parents, parce que souvent les adultes ne sont pas conscients de l'ampleur des difficultés, de l'angoisse de leurs enfants. Voilà. Et ils se disent, bon, il est un peu stressé, mais ça va aller. Et puis des fois, non, c'est quand même un niveau un petit peu au-dessus et il faut peut-être mettre en place des choses un peu plus structurées, une action professionnelle peut-être pour faire face à ça. Voilà. Donc on peut déjà prendre contact avec le psychologue de l'école ou n'importe quel adulte référent de l'école, les CE, voilà, pour un peu prévoir. Alors pour ceux qui rentreront ce jeudi, profitez des quelques jours de vacances qu'il vous reste et sachez que les années scolaires laissent des traces indélébiles de merveilleux souvenirs, souvent impérissables. Eat for Italy est une opération internationale lancée à la suite du séisme survenu le 24 août dernier près du village d'Amatrice en Italie.
À Monaco, le chef étoilé Alain Ducasse a souhaité proposer cette initiative dans son restaurant de cuisine italienne, la Trattoria au Sporting Monte Carlo. Jusqu'au 1er octobre, le chef Patrick Laine a mis à la carte de son restaurant des rigatoni alla matriciana, une recette venue tout droit du village le plus touché par le séisme. Pour chaque plat vendu, 2 € seront reversés à la Croix-Rouge italienne. Ce plat, c'est pour l'œuvre caritative due au séisme en Italie, à Matrice. Et là, c'est la recette, c'est la matriciana. Donc c'est typique de là-bas, quoi. Donc c'est un plat qu'on va mettre à la carte le dernier mois, durant le mois de septembre, pour venir en aide aux personnes sinistrées, quoi. Je trouve que c'est bien, par le biais de la cuisine, de pouvoir aider les personnes. Le chef Patrick Laine propose ce plat typique de la cuisine italienne qu'il prépare de manière traditionnelle. C'est un plat que j'aime bien parce qu'on le met souvent, on le travaille souvent. C'est un plat avec du caractère quand même, c'est quand même le pecorino romano, la guanciale, c'est quand même des produits assez typiques, quoi, assez forts. Donc moi c'est un plat que j'aime bien cuisiner, surtout là à la venue de l'automne, ça va être très bien. Les clients semblent séduits par l'opération. C'est une idée formidable, c'est une façon originale de porter secours aux victimes du désastre et puis aussi c'est une façon d'honorer un plat symbolique de la région touchée. Vous avez choisi ce plat particulièrement pour l'initiative J'avais envie de pâtes, mais c'est vrai que je n'avais pas décidé, mais en voyant l'affichette, c'est vrai que ça m'a donné tout de suite envie. Un plat copieux vendu 25 €. Il vous reste donc jusqu'au 1er octobre, date de la fermeture du restaurant, pour déguster ces rigatoni solidaires et profiter de l'envoûtante vue de la Trattoria sur la Méditerranée. Parlons art avec 2 nouvelles expositions prévues au NMNM, le nouveau musée national de Monaco. Tout d'abord du côté du jardin exotique au sein de la Villa Paloma. Après les sculptures hyper-réalistes de Duane Hanson, le musée va accueillir un nouveau projet. C'est un projet en 3 temps, ça va s'appeler Danse, Danse, Danse. Et ça va être une exposition effectivement, ça va également être un workshop et un colloque qui est traditionnellement organisé par le pavillon Bosio dans le cadre du Monaco Dance Forum. Et ce sera la conclusion de ce projet-là. Alors il va y avoir des performances effectivement, il va y avoir également des installations vidéo principalement dans lesquelles on va retrouver de la danse dans une certaine mesure ou également des sculptures. L'idée c'était effectivement déjà de montrer différentes pratiques, des pratiques qui sont en mutation, des collaborations qui sont en mutation, de gens qui sont à la fois des chorégraphes ou des plasticiens qui sont allés vers des chorégraphes. Donc soit ce sont des projets de collaboration entre l'un et l'autre, soit ce sont déjà l'artiste et lui-même l'un et l'autre à la fois. Et c'est aussi ce panorama qu'on avait envie de montrer au travers de... Alors la meilleure façon de montrer le vivant dans une exposition, ça reste la vidéo puisqu'effectivement c'est la seule trace qu'on puisse avoir du vivant, mais il y aura évidemment la question du vivant présent dans l'exposition au travers de performances qui viendront ponctuer l'exposition en novembre, mais également régulièrement durant l'exposition avec une performance d'une artiste qui s'appelle Nina Bayer, qui s'appelle The Complete Work, dans lequel elle propose à un danseur à la retraite d'interpréter de mémoire certains extraits qu'il aurait pu jouer ou elle pourrait pu jouer au cours de sa carrière. Danse, 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 une collaboration entre le NMNM, l'École supérieure d'art plastique et les ballets de Monte-Carlo, à découvrir du 22 septembre au 8 janvier. Autre exposition du nouveau musée national de Monaco, et c'est une coïncidence, du côté du Larvoto dans la Villa Sauber, la danse sera aussi au cœur d'une exposition consacrée au peintre, décorateur et costumier Léon Bakst. À la Villa Sauber, nous présentons à partir du mois d'octobre une exposition intitulée Designing Dreams, Celebration of Léon Bakst, qui est donc une exposition que l'on a conçue pour les 150 ans de Léon Bakst, grand artiste russe que l'on connaît notamment par son travail avec Diaghilev à Monte-Carlo pour quelques-unes des plus grandes productions des ballets russes. Et ce que l'on entend montrer, c'est donc le travail de ce décorateur costumier de génie qu'était Léon Bakst à travers quelques-unes de ses plus grandes productions. Et il y a aussi le travail d'un autre artiste ? Absolument. Le travail de Léon Bakst, nous avons voulu le montrer à travers le regard de Nick Maus, qui est un artiste plasticien et chorégraphe, que l'on a invité à venir concevoir cette exposition avec nous. Et il a créé en réalité toute la scénographie. On présente environ 150 œuvres de Léon Bakst, de grandes collections internationales. On est très content d'avoir réussi à obtenir des prêts qui voyagent, d'œuvres qui voyagent rarement.
et effectivement les œuvres créées in situ par Nick Mauss sur ces 6 derniers mois, puisqu'il a effectué une résidence dans les ateliers du quai Antoine Ier pour concevoir l'ensemble du décor de cette exposition, comme un écrin pour les œuvres de Léon Bakst. L'ouverture des portes pour cette exposition Designing Dreams, a Celebration of Léon Bakst à la Villa Saubert dès le 23 octobre et jusqu'au 15 janvier. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.